Parole panafricaniste qui s'interroge d'ailleurs ce matin géopolitique. Quelle diaspora africaine au 21e siècle? Telle est notre grande interrogation. Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Et c'est toujours un réel plaisir de présenter Parole panafricaniste. Et d'ailleurs, d'après l'article de Polela, écrit il y a encore quelques jours, au-delà de sa présence hors du sol africain, notre diaspora devrait se définir et se faire remarquer par son rôle actif et assumé dans la destinée du continent. Bon nombre d'Africains installés hors du continent y sont arrivés par aventure, souvent par fascination du mythe d'un Occident qui leur aura été vendu comme la solution à toute leur misère. Mais la désillusion est toujours brutale. Initialement partis pour vivre enfin le bonheur tant espéré, dans un monde connu à travers la télévision et le cinéma, les aventuriers africains obsédés par l'expérience occidentale se retrouvent face à une réalité toute autre. Il faut le dire, quand ils n'ont pas eu la chance d'avoir des parents fortunés pour les faire voyager dans des conditions convenables. Ils se retrouvent en terre promise après avoir passé des années à saigner leur famille financièrement pour rejoindre des embarcations de fortune, après s'être fait arnaquer à plusieurs reprises et après avoir vendu tous leurs biens et abandonné leurs emplois. Ceux qui ne sont pas morts dans l'aventure de la Méditerranée se retrouvent en Occident, errant comme de mauvais esprits dans une misère indicible. Et leur rêve occidental se révèle très vite être leur pire cauchemar. Par instinct de survie, oui, il faut le souligner, nos frères et sœurs se soumettent alors à toutes sortes de compromissions dégradantes pour garder la tête hors de l'eau. La triste réalité, c'est que l'écrasante majorité des Africains qui en Occident se retrouvent ainsi dans une précarité désolante, ceux qui y mènent une vie décente constituant l'exception. Pourtant, ces Africains en sursis permanent s'entêtent à rester en Occident pendant toutes ces années, le retour en Afrique étant perçu comme un aveu d'échec. Et pour entretenir le mythe d'une prétendue réussite en Occident, nos diasporiens se serrent la ceinture et cravachent dur quand ils programment la vue, on va le dire à leurs compatriotes restés au pays. Entre visées nocturnes où champagne et whisky coulent à flot et location d'appartements meublés au standing assortis de véhicules de luxe empruntés pour la circonstance, tout le grand jeu d'illusion est déployé. Le temps de leur court séjour avant de retourner dans l'impitoyable misère qui les attend en Occident. Triste modèle d'existence, cette diaspora égarée se contente d'exister, de paraître, de critiquer, de pavoiser et de dire ce qu'il faudrait faire sans jamais s'impliquer ni prendre la moindre initiative. Elle plébiscite tous les vices de l'Occident qu'elle sublime et est toujours la première à vilipender l'Afrique et les Africains. Cette diaspora-là n'est d'aucune utilité pour l'Afrique, elle en fait le déshonneur. Reniant ses origines, souvent de façon revendiquée et ostentatoire, elle est pourtant rejetée par l'Occident, institutionnellement raciste, ce qui fait d'elle une espèce errante, sans repère et sans avenir, dans aucun compartiment de la terre. Elle finit souvent seule, abandonnée à sa bêtise et à ses regrets, mais il est toujours trop tard. Mais il existe une autre diaspora consciente, la moins nombreuse certes, qui se mobilise et s'organise pour la terre-mère. De façon visible ou discrète, cette diaspora n'a jamais arrêté de croire en l'Afrique et travaille sans relâche à son rayonnement. Elle ne se contente pas de scander son amour pour l'Afrique et ne se limite pas aux apparences folkloriques. Elle soutient les causes panafricanistes et s'intéresse de près à l'actualité, mène des réflexions constructives et s'implique dans les actions qui vont dans le
sens de restaurer l'Afrique dans sa dignité. Elle n'a pas vocation à s'éterniser en dehors du continent. Elle est organisée et a une vision bien précise de sa présence en terre étrangère qui ne constitue qu'une étape et non une finalité. Quel que soit d'ailleurs le nombre d'années passées hors du continent, elle envisage son retour pour porter main forte aux initiatives de reconstruction de l'Afrique. Quelle que soit sa localisation géographique, elle porte l'Afrique dans son cœur et dénonce avec fermeté tous les complots impérialistes contre son autodétermination. Elle sait que le monde change et que l'horloge de l'histoire tourne en faveur de la renaissance africaine. Aujourd'hui, plus qu'hier, mesdames, messieurs, l'Occident s'écroule et sa fin programmée est plus que jamais actée. Face à une reconfiguration géopolitique des cartes du monde, son mythe s'évapore inexorablement, retournant vers sa triste réalité originelle. Longtemps occultée par des illusions de prospérité, celle d'une structurelle misère économique, morale, culturelle et spirituelle, d'avant les opportunités expéditions esclavagistes et coloniales démarrées au XVe siècle. L'avenir de l'Occident est manifestement des plus sombres. Aux Africains avertis de lire les signes des temps et de réajuster stratégiquement leurs projets personnels et communautaires avant que ne survienne le temps des pleurs et des grincements de dents. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, sur cette thématique géopolitique. Quelle diaspora africaine au XXIe siècle? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Paul Ella, il est le président de African Revival. Il nous a fait le plaisir d'être notre invité ce matin. Paul Ella, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à des millions de téléspectateurs de Panafricanist TV. C'est toujours un plaisir de me retrouver là. Et je suis à ta disposition, à la disposition de ton public, de par le monde pour essayer d'éclairer certaines lanternes. Ces derniers jours, d'ailleurs, vous faites pas mal d'articles. Paul Ella, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et parmi ces articles, vous parlez d'une diaspora utile et d'une diaspora inutile. Apparemment, vous voulez sonner la cloche pour leur faire comprendre que l'Afrique, mère de l'humanité, a besoin de tout le monde. Absolument. Alors, et vous faites bien de le souligner parce que il faudrait pas que certains se reconnaissent dans une diaspora sans que je ne les y ai sans que je ne les ai enfermés là-dedans, parce qu'on parle bien d'une diaspora utile et d'une diaspora inutile. Oui. La réalité, c'est que on peut observer des gens qui s'impliquent et d'autres qui ne s'impliquent pas dans tous les compartiments de la société. Il se trouve que cet article a pris sur lui de s'occuper de cette thématique-là. Et effectivement, nous avons des Africains, malheureusement, qui font partie d'une diaspora qui n'est pas d'une grande utilité pour l'Afrique, tout simplement parce que ils se sont laissés fondre dans l'illusion occidentale qui les éloigne de leurs origines, des réalités de l'Afrique, qui pourtant en Afrique est le centre de tous les enjeux, la terre-mère, le siège de toutes les civilisations, et partie d'Afrique, quel que soit le temps, depuis combien de temps, quelle que soit la localisation, même si on est parti d'Afrique depuis les expéditions esclavagistes, même si on est parti d'Afrique depuis 15 ans, 10 ans ou seulement 2 ans, on doit, tout Africain digne de ce nom doit se souvenir que l'Afrique est le centre de l'univers et que l'illusion occidentale, de l'Eldorado occidental, si jamais ces Africains de la diaspora l'ont eu une fois dans leur vie, ils devraient très vite se rendre compte que c'est une illusion qui devrait partir en fumée. En tout cas, le mythe occidental devrait tout simplement s'évaporer par la force de l'actualité, par la force de l'histoire, par la force des Africains de par le monde qui travaillent dur et d'arrache-pied pour justement regagner leur dignité. Donc, oui, il y a une diaspora qui s'implique, qui n'est jamais partie, qui ne s'est jamais départie de sa responsabilité par rapport à la terre africaine, qui est partie hors de la terre de ses ancêtres depuis des années ou depuis des décennies, mais qui est restée attachée viscéralement, culturellement à ses origines et qui, malgré la distance, mène des actions concrètes en faveur de l'Afrique d'un point de vue général. Mais il y a aussi malheureusement cette diaspora qui se contente de pavoiser, qui se contente de critiquer, qui se contente de dire ce qu'il faudrait faire
et qui ne fait rien, qui ne s'implique pas, et qui s'arrange même, et ça c'est bien triste, il y a une bonne frange de la diaspora, qui s'arrange même à dénigrer l'Afrique et les Africains, à marquer leur distance avec l'Afrique, comme si justement c'était une identité dont il fallait se défaire, se départir, parce que malheureusement, ils ont cédé à la propagande mensongère impérialiste qui laisse croire que l'avenir est en Occident et que l'Afrique, en fait, c'est une terre de misère. Parlant justement de l'avenir de l'Occident, dans votre article, vous précisez par ailleurs qu'il faudrait que ces Africains qui sont du côté de l'Occident ouvrent les yeux parce que l'Occident est en train de tomber. Alors, le déclin de l'Occident est acté. C'est une réalité que personne ne peut nier par l'actualité, par le cours de l'histoire, par le cours des événements. Et je ne suis pas le premier à avoir à parler de la chute de l'Occident. Allez lire Oswald Spengler, qui a écrit cet article à la fin du XXe siècle, et qui n'est pas le seul. Vous avez Michel Onfray, qui a écrit un ouvrage, le philosophe français, qui a écrit un ouvrage sur la fin de l'Occident. Vous avez une multitude d'observateurs avertis qui ont, depuis des décennies au moins, compris que l'Occident était en plein déclin, d'un point de vue culturel, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue même de la diplomatie. L'Occident est en perte de vitesse accélérée et les événements actuels montrent à quel point c'est une situation de déperdition en Occident qui est irréversible et inexorable. Et donc, ne pas prendre acte de cette réalité implacable, à savoir que l'Occident et ses illusions sont en train de s'évaporer complètement et que ça va aller s'accélérant, c'est vraiment faire preuve de naïveté. Donc, quand je vois encore des Africains qui aspirent à l'axe en Occident et qui ont encore le mythe de l'Occident dans leur esprit, je comprends qu'ils sont totalement hors de la plaque. Quand je vois des Africains qui sont en Occident depuis des décennies, parfois depuis quelques années seulement, mais en tout cas, qui continuent de penser naïvement que cet Occident-là, c'est leur Eldorado et que c'est vraiment l'alpha et l'oméga, ça veut dire qu'ils ne prennent pas conscience de ce qui est en train de se passer, ils ne lisent pas les signes des temps. Et cet article vise justement à parler à nos frères et sœurs pour qu'ils comprennent en fait la réalité qui est en train de se dérouler sous leurs yeux, l'histoire qui est en train de s'écrire devant nous, et qu'il ne faudrait pas qu'ils soient spectateurs de l'histoire et qu'à la fin, justement, quand l'Occident aura fini de s'écrouler de façon évidente, qu'ils ne se retrouvent pas justement dans cette situation où ils ne pourront que se rendre compte en réalité des conséquences de leur naïveté ou de leur distraction, et ils se retrouveront, comme je l'ai dit, dans des pleurs et des grincements de dents. Pour vous, il faudra aujourd'hui qu'ils soient des acteurs, non pas des spectateurs. Il faudrait absolument que toute la diaspora, en tout cas l'essentiel, soit des actrices de ce qui se passe dans le monde. Parce qu'on ne peut pas passer le temps à être figurant. On ne peut pas passer le temps à se contenter d'être en Occident parce qu'on estime que c'est un modèle de réussite. Parce que malheureusement, que ce soit pour ceux qui y sont, en tout cas ceux qui y sont, ont bien vu la désillusion une fois qu'ils sont arrivés en Occident, que ça n'a rien à voir avec l'Eldorado qu'on leur a vendu au cinéma et dans les médias. Mais ceux qui sont en Afrique, malheureusement, continuent pour un bon nombre de se laisser fourvoyer par une fausse image de beauté, de grandeur, de facilité, de bonheur occidental, alors que précisément nos frères et nos sœurs qui sont là-bas, pour l'écrasante majorité, évidemment qu'il existe des exceptions, mais nos frères et nos sœurs de la diaspora sont de façon majoritaire dans une précarité indicible, qu'ils vivent malgré eux, mais malheureusement, une fois de plus, le mythe de l'Occident qu'ils tiennent à entretenir auprès de leurs frères et sœurs qui sont restés en Afrique fait qu'ils préfèrent subir tous les affres de leur vie difficile en Occident pendant des années. Ils préfèrent subir tous les actes de racisme, ils préfèrent subir tous les petits boulots, ils préfèrent subir de cravacher comme pas possible pour maintenir ce mythe-là et laisser faire croire qu'ils mènent une vie plutôt enviable, tout simplement parce que pour eux, malheureusement, et c'est une grave erreur, pour eux, le retour en Afrique est un aveu d'échec, alors que ça n'a absolument rien à voir. La diaspora intelligente sait qu'elle n'a pas vocation à s'éterniser hors d'Afrique, parce que l'Afrique, c'est la terre-mère de toutes les civilisations, comme je l'ai dit, de toutes les sciences, et c'est le continent d'avenir.
Les Occidentaux savent que l'Afrique, c'est le continent d'avenir. Les Occidentaux le disent. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, les présidents américains, tous disent l'Afrique, c'est notre avenir. Mais les Africains ne sont pas au courant que l'Afrique, en réalité, a tout ce dont ils ont besoin et qu'il suffit seulement de s'activer pour, en fait, nous approprier de ce potentiel-là. Donc, il n'est pas normal que nous soyons les derniers au courant de ce qu'est l'Afrique, de ce que représente l'Afrique d'un point de vue géostratégique, et qu'on continue de s'illusionner par un mythe occidental qui, en réalité, est une pure illusion, et que nos frères et sœurs de la diaspora prennent acte de la réalité, et que nos frères et sœurs d'Afrique arrêtent de s'imaginer cet Eldorado-là qui est fictif, parce que, en réalité, maintenir juste l'illusion d'une prétendue qualité de vie hors d'Afrique, en réalité, illusionne non seulement ceux de la diaspora, mais également ceux des Africains. Il est temps que les Africains choisissent le bon côté de l'histoire, à savoir lire clairement les signes des temps qui indiquent une chute inexorable de l'Occident, lire les signes de temps qui indiquent que tout le monde entier, tous les continents ont le regard tourné vers l'Afrique parce qu'ils savent que c'est l'avenir, et il n'est pas normal que les Africains soient les seuls dans cette errance-là, toujours à penser que la solution à leur misère prétendue en Afrique se trouve hors d'Afrique. Restons justement, parlons de ces diasporas et surtout le fantasme du rôle des transferts d'argent de la diaspora. C'est encore un autre article que vous avez reçu, que vous avez d'ailleurs écrit. Vous dites que 600 milliards de dollars de transferts d'argent vers l'Afrique en provenance de sa diaspora entre 2010 et 2020, soit 400 milliards de dollars vers l'Afrique subsaharienne sur cette période, à raison de 45 milliards de dollars de transferts annuels. Là encore, on a des chiffres astronomiques qui laissent quand même penseur. Et là, certains vont nous dire clairement que l'Afrique, eh bien, c'est la diaspora qui la développe. Alors, c'est un fantasme pur et simple, parce que on nous a laissé croire que les envois d'argent, les transferts d'argent venant de la diaspora étaient une manne salutaire pour les économies africaines. Il n'en est absolument rien. Un certain nombre d'observateurs et d'économistes avec qui j'ai même souvent eu à échanger en off ou sur des plateaux télé, ont été mis à mal. Pas parce que je suis plus intelligent qu'eux, mais parce que je pense qu'ils ont perdu un peu de lucidité par ces chiffres astronomiques, et ils se sont laissés embarquer dans l'illusion que l'Occident travaille à mettre en avant pour laisser croire que justement l'Afrique est dépendante de l'Occident. Mais quand vous regardez de plus près, sans émotion aucune, vous vous rendez compte que c'est encore une arnaque intellectuelle que de fantasmer et de plébisciter un impact soi-disant important des transferts d'argent de la diaspora. Oui, les chiffres sont astronomiques. Plus de 600 milliards de dollars en 10 ans, plus de 45 milliards de dollars de transferts seulement pour l'Afrique subsaharienne annuelle, pour une année. Effectivement, on a l'impression, et certains vont jusqu'à vous dire ça fait tel pourcentage du PIB, c'est supérieur à toutes les aides publiques au développement, en fait les aides publiques au développement qui ne servent strictement. J'allais poser une question un peu bête en demandant qui a calculé tout ça. Qui a calculé tout ça? Alors, vous avez des instituts soi-disant spécialisés, vous avez la Banque mondiale qui a sorti des chiffres, vous avez des structures dites spécialisées, donc, qui s'occupent de ces chiffres-là et qui les ressortent. Et quand bien même on se contenterait de leurs chiffres, qu'ils soient exagérés ou qu'ils soient minimisés, la réalité reste la même. Oui. C'est une illusion, c'est une vue de l'esprit de penser que les transferts de fonds de la diaspora, quel que soit leur volume, constituent une manne salutaire pour les économies des pays d'Afrique, tout simplement parce que on oublie très souvent que ces envois sont diffus dans l'économie et ne sont pas canalisés pour des projets spécifiques à portée économique et donc apporter de valeur ajoutée pour justement booster les produits intérieurs bruts ou les produits nationaux bruts de nos économies. Il se trouve tout simplement que la plupart de ces envois sont destinés à de la consommation. Oui. On envoie de l'argent depuis l'étranger en Afrique pour les soins médicaux, pour les mariages, pour les décès, pour les baptêmes, pour les frais de scolarité. Mais ce sont des frais diffus. À la limite, ces frais venant de la diaspora ont un impact sur
le pouvoir d'achat des familles qui les reçoivent ici, mais il est éphémère, ce pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'il augmente la capacité de consommation pendant un moment, mais l'illusion commence dans le fait que, vu que nos industries, nos économies en Afrique sont des économies extraverties, c'est-à-dire qu'on consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas, et l'essentiel des multinationales en Afrique sont occidentales et que l'essentiel des biens et services produits sont donc de ces entreprises multinationales, l'argent qu'on envoie de la diaspora est encore dépensé pour la consommation dans ces multinationales qui rapatrient les bénéfices et qui en réalité ne font principalement, prioritairement le bonheur de ces multinationales et non des économies locales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on oublie très souvent que quand on parle des bienfaits de la diaspora avec les transferts d'argent, attendez, il faut bien qu'on se comprenne. Je ne suis pas en train de dire que les envois qu'ils font à leur famille sont inutiles. Il faut bien comprendre parce que vous avez des esprits souvent mal tournés qui choisissent de mécomprendre alors que c'est clair. Voilà. Donc, ces argents qui sont envoyés en provenance de la diaspora sont utiles aux familles, évidemment. Je veux juste mettre l'accent sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe en réalité en termes de l'impact de cette diaspora, de ces envois-là, tout simplement parce que ça va nous laisser dans dans une autosatisfaction et en réalité, sans que ça n'ait l'impact suggéré. Donc, il faut savoir également que cet argent qui est envoyé de la diaspora, quand on le présente comme quelque chose d'extraordinaire, de très important, il faut se souvenir que quand on met sur une balance ce que la diaspora envoie dans les pays africains et ce qu'elle épargne dans les pays occidentaux en général ou asiatiques ou tout ce que vous voulez, il n'y a pas photo. Parce que justement, ce que la diaspora africaine épargne sur place dans leur pays de résidence est de très loin supérieur, ça c'est encore les chiffres de la Banque mondiale, plus de 55 milliards annuels d'épargne de la diaspora, de quelques 610 millions, 620 millions des populations africaines, de quelques 150, 160 millions, autant pour moi, de la diaspora africaine telle qu'elle a été évaluée hors d'Afrique. Quand vous avez ces investissements qui sont faits, ces envois qui sont faits, il y a une grande part, 55 milliards d'après la Banque mondiale annuelle, qui sont gardés, qui sont épargnés dans les pays de résidence de la diaspora et qui servent donc, qui sont réinvestis dans ces pays-là et c'est largement supérieur aux envois annuels en Afrique. Ça veut dire en clair quoi? Ça veut dire en fait que notre diaspora, nos Africains qui sont à l'étranger sont plus utiles par le fruit de leur travail à leur pays de résidence qu'à l'argent qu'ils envoient. Donc, en fait, il ne faudrait pas donner l'impression que c'est une chance pour l'Afrique, l'argent que la diaspora envoie en Afrique, parce qu'elle est plus utile, même en termes d'investissement et de retour de financement, elle est plus utile à l'Occident où la plupart de ces membres de la diaspora sont. En plus, vous avez une diaspora qui est une main-d'œuvre, souvent, pas toujours, mais très, très souvent, bon marché pour les entreprises occidentales. Une bonne partie de cette diaspora est sans papier et donc travaille au noir et prétendument dénoncée par les politiques et les médias occidentaux pour nous dire que c'est un fléau, les sans-papiers, mais c'est une mascarade parce qu'ils ont besoin de cette diaspora de sans-papiers, ils ont besoin de cette diaspora bon marché, tout simplement parce que sans elle, le travail au noir, sinon sans elle, leurs économies s'effondreraient. La moitié des entreprises en France, particulièrement en Occident en général, tomberaient s'il n'y avait plus le travail au noir des Africains. Ça, nos compatriotes le savent et les dirigeants et les médias occidentaux le savent. Donc, c'est vraiment, le but n'est pas de dénigrer ou de relativiser l'intérêt des apports de la diaspora dans ces transferts, mais c'est de rester lucide et donc de ne pas fantasmer sur une prétendue manne qui tomberait du ciel ou alors un avantage inouï des envois de la diaspora, parce que cette diaspora, du fait de sa présence et de son travail acharné en terre hors d'Afrique, est beaucoup plus utile et plus rentable pour les pays étrangers que pour les Africains. Ensuite, vous avez d'autres sources de revenus depuis le départ de cette diaspora de leur pays jusqu'à leur présence là-bas, qui font le bonheur des pays de résidence plutôt que de l'Afrique. Vous avez les frais de visa. C'est des centaines de millions par an, mon cher Steve. Les frais de visa seulement. C'est des centaines de millions
que nous dépensons pour essayer d'aller en France, aux États-Unis, ainsi de suite. C'est une manne pour l'Occident et pas pour l'Afrique. Et je vous rappelle qu'à peine 30% des visas sont octroyés aux Africains qui demandent des visas. Et vous avez remarqué que ces ambassades incitent toujours les Africains à redemander quand on leur refuse le visa parce que c'est une mafia financière. C'est un business pour ces ambassades-là. Si vous fermez les vannes des visas, si seulement l'Afrique arrêtait, c'est une idée imaginaire que je me fais. Si seulement l'Afrique arrêtait de partir en Occident, non pas qu'il faille pas y aller, mais j'imagine ça, mais ce serait dramatique pour les caisses et les économies occidentales parce que les frais de visa constituent une manne inestimable. Vous prenez maintenant les frais de scolarité qui sont payés par nos parents une fois que ces enfants sont là-bas, qui renflouent les caisses des institutions académiques et donc des économies occidentales. Vous prenez l'activité même de tous les jours, la vie économique de tous les jours en tant qu'agent économique, cette diaspora-là contribue de façon dynamique aux économies occidentales. Donc en réalité, arrêtons avec le fantasme qui laisse croire que nous bénéficions en Afrique que c'est un avantage pour les Africains d'avoir la diaspora, c'est-à-dire d'avoir nos frères et sœurs hors du continent. Oui. Cette diaspora-là doit comprendre qu'elle y est pour un temps. Elle doit se tourner vers l'avenir en se projetant à un moment ou à un autre de rentrer en Afrique. Et quand elle n'est pas encore en Afrique, même quand elle est là-bas, elle doit se souvenir que son cœur doit être tourné vers l'Afrique, ses actions doivent être tournées vers l'Afrique et que les seuls envois qui sont très intéressants pour les familles, pour les besoins personnels, ne constituent pas, ne développent pas un pays. Les envois de la diaspora ne développeront jamais un pays, tout simplement parce que ce sont des envois qui sont destinés à une consommation et le développement d'un pays se fait à partir de l'industrialisation, ça veut dire des investissements longs et non en termes d'investissements courts qui sont destinés à la consommation. Il y a une diaspora qui a besoin de créer des entreprises sur le continent africain, qui construisent des maisons, qui font des affaires, qui font des achats fonciers. Là aussi, c'est intéressant. Absolument. C'est pour ça qu'on a parlé de deux diasporas. Donc, il ne faudrait pas que les gens se focalisent et me jettent la pierre en disant vraiment, tu nous insultes. Non, si quelqu'un estime, en lisant mon article ou en écoutant cette émission, quelqu'un de la diaspora, un frère ou une sœur de la diaspora, estime que il se sent insulté parce que j'ai parlé d'une diaspora inutile, mais ça veut dire que cette personne se reconnaît dans la diaspora inutile. Donc, en réalité, c'est pas moi qui l'ai classée là, c'est elle-même, cette personne-là, qui nous aura entendu, qui nous aura lu et qui se sera reconnue dans la diaspora inutile. Puisque je parle bien d'une diaspora utile. Et donc, cette diaspora utile à laquelle vous faites allusion, évidemment, elle existe, qui non seulement porte l'Afrique dans son cœur, et au fait de l'actualité du monde, c'est que le monde bouge et que l'Afrique est en train de retrouver ses lettres de noblesse, est en train de retrouver sa liberté. Il y a cette diaspora-là qui s'investit, pas seulement financièrement, mais en termes de temps, en termes d'intellect, et qui croit en cette Afrique-là, et qui n'a pas rejeté l'Afrique pour justement se réclamer de l'autre monde qu'on nous a présenté de façon prétendue comme étant le paradis sur terre. Et il y a cette diaspora consciente. Il y a cette diaspora consciente qui ne passe pas le temps à scander qu'elle aime l'Afrique, parce que vous avez une diaspora tout le temps, oui, j'aime l'Afrique, mais c'est juste des mots, parce que c'est dans les actions qu'on reconnaît son amour pour l'Afrique. Donc vous avez donc cette diaspora-là qui ne se contente pas des attitudes folkloriques et qui agit au quotidien, même à distance, pour justement soutenir cette Afrique qui s'éveille. Merci Paulila d'avoir répondu à nos questions. Merci. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques, Facebook, YouTube. Partagez au plus grand nombre d'ailleurs et surtout, n'oubliez pas de liker. Ainsi, vous aurez des notifications pour savoir que nous avons posté.